Ah, pardon. Comment concevoir la intervention de la linguistique en dehors des murs de l'université? Comment, Euh, attendez, répétez. Comment concevoir la intervention de la linguistique en dehors des murs de l'université? Quelles sont les demandes professionnelles et sociales auxquelles peut répondre le linguiste du moment présent? Bon, ça pose le problème de la façon dont le langage est vu par la société contemporaine. Problème très intéressant. En 1924, vous voyez, nous remontons à la préhistoire. Le linguiste américain Sapir disait à peu près ceci, c'est dommage que je n'ai pas mes notes sous les yeux. L'homme normalement intelligent a pour la linguistique un mépris total. Hein. Il croit que c'est ce qu'on fait de plus inutile. Bon, c'est ce que pensent aujourd'hui la plupart des gens. Bon. Alors, je vais vous donner comme exemple le discours politique français contemporain. J'ajoute, je crois bien, d'après ce que j'ai lu dans la presse quotidienne brésilienne, que c'est à peu près la même chose. Bon, il y a deux façons de considérer le langage. Ou bien on le considère comme un simple instrument de communication totalement transparent. C'est-à-dire que le langage sert à faire connaître aux autres des idées déjà toutes faites. Bon, et par conséquent, on ne s'y intéresse absolument pas. On s'y intéresse absolument pas. Le terme sémantique, je ne sais pas si ça se passe comme ça chez vous, le terme sémantique est généralement utilisé de façon méprisante par les hommes politiques français, qui disent des choses du genre « Oh, on ne va pas s'embêter avec des questions de sémantique, ce qui est important, c'est les choses, c'est pas les mots. » Vous voyez? Voilà. Ça, c'est la première attitude à l'égard du langage. Bon, alors naturellement, quand on méprise à ce point le langage, on n'a pas tellement envie, d'abord, de l'étudier comme objet de science, et encore moins de le faire étudier comme objet de science. Mais ce n'est pas la seule façon de considérer le langage. Il y a un autre discours qui est souvent tenu par les mêmes personnes, absolument par les mêmes personnes, qui consiste à remarquer cette chose évidente, le langage, ça sert aussi à agir, n'est-ce pas? Hein? C'est ce qu'on appelle, comme vous savez aussi bien que moi, le caractère performatif du langage. Performatif au sens large. Naturellement, les hommes politiques s'en aperçoivent. Et alors, à ce moment-là, ils font appel à des techniques particulières pour améliorer la performativité de leur discours. Et ils recourent alors à ce qu'on appelle des communicants. Est-ce que le terme existe sous cette forme-là en portugais? Comunicantes, quelque chose dans ce goût-là. Hein? Des communicants, c'est-à-dire des conseillers qui s'adressent aux hommes politiques pour leur dire « Ah là, t'as complètement loupé ton truc, hein, tu leur as raconté des choses que personne ne croit, il faut procéder autrement, il faut procéder de telle façon. » Voilà, c'est ça qu'on appelle les communicants. Vous voyez, qu'on baptise parfois aussi, c'est pas tout à fait le même type, des sémiologues. C'est-à-dire qu'on récupère le bon vieux terme de sémiologue pour désigner des gens qui sont d'horribles fonctionnaires stipendiés, n'est-ce pas, payés pour ça, pour conseiller les hommes politiques, et pas seulement les hommes politiques, n'importe qui, pour leur manipulation du langage. Voilà. C'est-à-dire que, bon, je me résume, deux attitudes chez les hommes politiques français, et me semble-t-il, ça doit valoir un peu partout, hein, notamment au Brésil. D'une part, le langage, instrument de communication totalement transparent, d'autre part, le langage, mode d'action sur le comportement, par exemple, des électeurs. Bon, alors naturellement, dans tout ça, on retrouve le mépris affiché remarqué par Sapir en 1924. Hein. Ça n'a guère changé. Ça n'a guère changé. Vous voyez? Bon, naturellement,
la linguistique dans tout ça, eh bien, elle est mise à mal. Elle est mise à mal. Alors, si vous voulez, en France, il y a de ça encore, mettons, une cinquantaine d'années. Dans les librairies, vous aviez un rayon sciences du langage, un rayon linguistique, dans lequel vous trouviez une collection de bouquins. Maintenant, impossible. Impossible. Les bouquins sont tirés à très peu d'exemplaires, ne sont édités souvent plus sous forme de papier, mais en ligne, ce qui d'ailleurs n'est pas forcément mauvais, hein, c'est encore un autre problème, ça. D'un autre côté, les journaux, par exemple le grand journal culturel français Le Monde, ne donne plus jamais de compte-rendu d'ouvrages de linguistique. Alors bon, comment dans ces conditions-là faire enseigner la linguistique à l'université et comment faire enseigner la linguistique en dehors de l'université? Alors là, c'est un problème qui se pose avec une acuité considérable sur lequel je suis absolument incapable de vous donner la moindre idée. N'est-ce pas? Je vois le problème très mal parti, hein, très très mal parti, parce que la linguistique, en gros, n'intéresse plus personne, à part naturellement les linguistes professionnels, qui sont d'ailleurs, me semble-t-il, peut-être pas de moins en moins nombreux, mais dont le nombre ne s'élève pas et dont les productions sont souvent limitées à un public extrêmement restreint. Est-ce que vous pensez que le problème se pose à peu près de la même façon chez vous? Oui, je suis tout à fait d'accord. Vous avez écrit à plusieurs reprises sur les recherches de Saussure et sur la question délicate de la place de l'inconscient en leur sein. D'après vous, première question, sera-t-il juste d'affirmer que face au monument officiel du cours de linguistique générale, où il n'en est guère question, c'est plutôt dans la recherche clandestine sur les anagrammes de Saussure, en portant une attention accrue à l'écrit et aux dérogations à la linéarité du signifiant linguistique, se montrent les plus freudiens, fût-ce à son insu. Et la deuxième, la mise au jour des cris de Saussure vient-elle perturber ou modifier un tel partage? Bon, la question est bien compliquée. Saussure semble ne pas avoir véritablement connu Freud. Il aurait pu. Ils sont contemporains. Hein. Il y a eu des possibilités de contact qui, semble-t-il, n'ont pas été actualisées. Ni d'ailleurs de la part de Saussure que de la part de Freud, qui, rappelez-vous, a survécu pendant quand même 23 ans, je crois bien, à Saussure. Hein. Freud est mort, si mes souvenirs sont bons, en 1939. Il lisait le français. Bon, la traduction allemande du cours de linguistique générale était parue en 1931. Par-dessus le marché, comme je l'ai dit hier dans ma conférence, Freud avait eu la particularité d'avoir comme patient, hein, comme on disait à l'époque, comme on continue d'ailleurs parfois à dire, le fils de Ferdinand de Saussure, qui parle de son père dans sa thèse préfacée par Freud. Bon, très très bizarrement, tout ça aboutit des deux côtés au silence. Bon, alors, qu'en est-il du langage chez Freud? J'en ai parlé tout à l'heure, je n'y reviens pas, c'est pas votre question d'ailleurs. Qu'en est-il de l'inconscient chez Saussure? Là, c'est plus compliqué. Parce que, certes, il y a un certain nombre de phénomènes, je ne dis pas linguistiques, je dirais simplement langagiers, qui échappent à la conscience. Mais alors, ce n'est pas l'inconscient freudien qui est en cause, n'est-ce pas ici? Ce n'est pas l'inconscient freudien, c'est ce que Freud appelle d'ailleurs, à partir de 1915, l'inconscient descriptif, c'est-à-dire l'inconscient provisoire.
Hein, l'inconscient provisoire, voilà telle chose, elle est pour l'instant provisoire, mais elle reviendra à la conscience à tel moment. Bon, alors ça, ce sont des phénomènes qu'on trouve à tout instant chez le Saussure du cours de linguistique générale et le Saussure des écrits de linguistique générale. À cet égard, je ne crois pas qu'il y ait une différence très très forte à faire entre le cours et les écrits. L'attitude de Saussure à l'égard de l'inconscient est à peu près la même dans ces deux écrits. Vous voyez, dans ces deux groupes d'écrits. Voilà. Alors, évidemment, vous avez tout à fait raison de penser à cet autre pan du travail de Saussure qu'est la recherche anagrammatique. Parce que Saussure, en quelque sorte, se donne comme exigence absolue pour que l'anagramme ait une existence, il se donne comme exigence absolue qu'il soit intentionnel, c'est-à-dire pas seulement conscient, mais répondant à une intention explicite. Vous voyez ? Bon, alors il passe des heures et des heures à dépouiller les poètes latins, les poètes grecs, hein, les poèmes anciens de la légende germanique. Bon, d'autres textes de toutes les langues indo-européennes qui lui tombent sous la main. Et partout, il voit ruisseler, comme il dit, ruisseler les anagrammes. Et il en voit tellement qu'il se dit, il y en a tant qu'il y en a peut-être trop. Je n'exagère pas. C'est à peu près comme ça qu'il se dit. Hein, d'autant plus qu'il exige de ces anagrammes qu'ils soient, je mets le mot anagramme au masculin, comme le fait Saussure. Hein. Voilà. Le mot anagramme en français est généralement du féminin. En portugais, c'est masculin. Masculin. Bon, peu importe. Voilà. Il exige que les anagrammes soient non seulement conscients, mais intentionnels. Bon. Et alors, à un moment, il interroge un poète latin. Il existe encore, du temps de Saussure, des poètes latins. Hein, un professeur de l'université, je crois, de Bologne, qui s'appelle Pascoli, écrit des poèmes latins. Et dans les poèmes de ce Pascoli, Saussure voit ruisseler les anagrammes autant que chez Ovide, que chez Homère. Il interroge le poète latin. Le poète latin ne répond pas. Bon, Saussure prend cela pour le déni, non seulement de l'intentionnalité, mais en même temps de l'existence même de l'anagramme. Et peut-être bien comme le déni de l'inconscient comme producteur de l'anagramme. Voilà. Bon, voilà ce qu'on peut dire. Voilà ce qu'on peut dire. Alors, bon, mais là, on n'a plus le temps. Là, vraiment, on n'a plus le temps. Il n'est pas impossible que de temps en temps, dans certains textes proprement linguistiques de Saussure, il y ait quelque chose comme une visée d'un inconscient non seulement descriptif, mais d'un inconscient au sens freudien du terme. Mais là, alors ça demanderait l'analyse extrêmement détaillée et extrêmement difficile de textes spécifiques. J'ai parlé de ça dans l'un de mes articles, j'en reparlerai dans mon ouvrage Saussure retrouvé. Voilà. Alors, si vous n'avez pas d'autres questions, est-ce que vous en avez encore ? Vous en avez encore une ? Il y en avait encore une, mais si vous trouvez que c'est... Allez, dites-la moi. Et je crois qu'elle a une bonne introduction, enfin, où je voulais l'associer à la question aussi sur vos ouvrages littéraires. Alors, allez-y. Donc, la question, et donc vous pouvez choisir de répondre juste en partie et parler plus de vos livres. Depuis quelques décennies, on assiste dans les universités chez nous à une lente mais régulière dérive divergente des deux tribus impliquées dans toute formation en lettres, à savoir celle des linguistes et celle des littéraires, qui se fréquentent de moins en moins.
Peut-on dire autant en observant ce qui se passe en France? Pensez-vous que l'on va vers deux filières entièrement indépendantes l'une de l'autre? Enfin, en ces premières décennies du XXIe siècle, littéraires et linguistes ont-ils toujours, oui ou non, quelque chose à se dire? Et je rajoute, comment vous voyez dans cette impasse? Écoutez, la description que vous donnez de la situation au Brésil est exactement celle qui s'observe en France, et depuis très longtemps. Hein. J'ai enseigné la linguistique à l'université de Nanterre pendant pas loin de 40 ans. Je l'avais enseigné avant dans d'autres universités, et j'ai toujours constaté la coupure totale entre les littéraires et les linguistes, à quelques rarissimes exceptions près. À quelques rarissimes exceptions près. Bon, alors... ça s'explique pour toutes sortes de raisons qu'il n'est pas possible d'examiner dans le détail. Bon, et alors c'est tout de même quelque chose d'extrêmement étonnant. C'est tout de même quelque chose d'extrêmement étonnant, parce que la chose la plus évidente, n'est-ce pas, c'est que la littérature est un discours constitué par la mise en œuvre d'un langage, d'une langue. Bon, comment se fait-il qu'il n'y ait pas la nécessité pour les linguistes de s'intéresser à l'œuvre littéraire et pour les dits littéraires d'interroger les méthodes de la linguistique? Or, ça ne se fait que dans des cas, j'exagère en disant rarissimes, mais relativement rares. Alors, je suis l'une des exceptions. Je ne suis pas le seul, naturellement. Hein. Je ne suis quand même pas le seul. Hein. Nous sommes tout de même un certain nombre en France, et j'imagine au Brésil qu'il y en a pas mal, n'est-ce pas, à travailler à la limite entre, ou plus exactement, sur ce qu'il y a de profondément commun entre linguistique et littérature. Alors j'ajoute que je suis aussi l'un des rares linguistes à avoir publié des romans. Hein, j'ai publié 7 romans dont je vais vous parler rapidement. Rassurez-vous, je ne veux pas vous parler de chacun d'eux. Je vais simplement vous dire à propos de l'ensemble, n'est-ce pas, que comme tous les romans, ils racontent une histoire. Voilà. Ils racontent une histoire. Il y a une histoire qui se raconte. Bon. Mais que cette histoire est presque toujours ce que j'appelle une narrativisation de l'acte d'écrire, n'est-ce pas, hein? Je présente sous la forme d'un récit les tentatives d'écriture de certains de mes personnages, qui ne sont pas des écrivains professionnels. Vous voyez, pas du tout. Ils ne sont pas des écrivains professionnels, qui ne sont même pas des professionnels du langage. Dans le dernier, qui s'appelle L'homme qui achetait les rêves, c'est un paysan dans la cinquantaine qui, sur le tard, se met à avoir envie d'écrire des rêves. Voilà. Bon, alors un tout petit ennui, il s'aperçoit qu'il ne rêve plus beaucoup. Alors comment faire pour écrire des rêves quand on ne rêve plus? Il se trouve qu'il a une voisine. Cette voisine, elle est brésilienne. Elle est brésilienne, elle s'est installée en France, dans un tout petit village, où elle exerce au noir. Elle exerce au noir. Vous savez ce que ça veut dire, exercer au noir? Le métier de psychanalyste. Ah. Vous voyez, elle est brésilienne et elle est baptiste. Elle est baptiste, elle fait partie de l'église baptiste. Bon, et alors, mon personnage prend connaissance de l'existence à sa porte de cette dame brésilienne qui vient de s'installer. Hein, elle vient de s'installer, on ne sait pas pourquoi. Hein, elle est venue en France comme ça, on ne sait pas trop pourquoi. Et il se dit, analyste, même au noir, elle va pouvoir me faire connaître des rêves. Il l'interroge. Et effectivement, elle accepte bien de lui raconter ses rêves. Mais évidemment, elle les lui fait payer. Elle les lui fait payer, d'où le titre « L'homme qui achetait les rêves ». Vous voyez, alors, l'anecdote est peu importante, mais elle vous montre que
ce qu'il y a d'important dans ce roman, c'est l'acte d'écriture, tel qu'il est mis en scène narrativement par le récit. Et alors ça a pour conséquence dans un autre de mes romans, le premier, celui dont je viens vous parler, s'appelle L'homme qui achetait des rêves, publié en 2012. Celui dont je vais vous dire deux mots, et ce sera tout après, parce qu'on a largement occupé le temps, il date de 1977, c'est une fois de plus la préhistoire, n'est-ce pas? Ça s'appelle Les remembrances du vieillard idiot. Les remembrances du vieillard idiot, remembrance étant le vieux mot français qui signifie les souvenirs. Ça doit exister en portugais, remembrance, non? Non, lembrança. Mais ça existe en anglais. Oui, ça existe en anglais. Je vois ce que c'est. Naturellement. Voilà. Mais il n'y a pas un rapport, le mot lembrança, c'est pas la même chose. Mais oui, lembrança, oui, mais relembrança. Oui, c'est pas le même mot, c'est sans doute pas le même mot. Oui, il faudrait voir. Mais on voit la racine là-dedans, oui. Il faudrait voir. Bon, alors là, le personnage qui est mis en scène, c'est un écrivain imaginaire que je présente comme s'il était réel. Il s'appelle Adolphe Ripotois. Et je suis assez content de constater que pas mal de gens pensent que cet écrivain a réellement existé. Il n'a jamais existé que dans mon roman. Voilà. Bon, je crois qu'on a vu à peu près tout. Oui. Je voulais juste faire un commentaire. Si le métalangage pose un problème pour Jacques Lacan et pour Saussure, oui, mais pas pour vous. Donc, essentiel. Ah non, pas pour moi. Non, pour moi, je me écrits. débrouille très bien avec le métalangage. Oui, super. Donc, merci beaucoup pour cette longue interview en détail. Oui, mais c'est moi qui vous remercie. Ça a été très agréable. Bon, j'étais un tout petit peu fatigué au début, ça a dû se sentir, mais ça s'est passé au fur et à mesure, et vers la fin, j'étais plus en forme. Ok, donc voilà. C'est parfait. Alors, n'oubliez pas de vérifier, si vous le pouvez, les dates, surtout au début. Oui. Surtout au début. Il y a certaines dates dont je suis certain, mais il y a d'autres dates, notamment pour Barthes. Oui. Il faut vérifier les dates. Je les ai plus en tête. Oui. J'ai en tête 54 pour mythologie et 64 pour le numéro de communication, mais je peux me tromper. Ça, vous allez pouvoir vérifier facilement. Mais ça, je crois qu'on est excusé de la spontanéité de l'interview. Oui. Merci beaucoup. De rien.